Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une double analyse. À domicile, l'Ajax poursuit sa tournée européenne et contient une Juve réaliste. À Manchester, Barcelone s'offre un succès timide aux conséquences tangibles qui verra les demi. Alors pour revenir d'abord sur ce qui était sans aucun doute le meilleur match de la soirée, et pour réexploiter une image qui a déjà été bien utilisée, mais qui est toujours aussi pertinente, on a eu un duel entre beauté et sagesse. Et donc pour parler déjà beauté, faut dire que c'est difficile de ne pas être séduit par l'allant offensif de l'Ajax. Comme contre le Real au tour précédent, on a à nouveau vu une surface adverse inondée par une équipe qui a monopolisé le ballon, 61% de possession, 607 passes à 381, qui adore combiner dans le dernier tiers, 215 passes à 104 dans cette zone, et qui nous a offert quelques séquences de jeu placées en quasi-supériorité numérique, une rareté à ce niveau. Et alors tout n'a pas été parfait bien sûr, on va y revenir très vite, mais je crois que ce qui m'impressionne le plus avec cette équipe, c'est leur qualité technique et la qualité de leur combinaison dans les petits espaces. Voilà, je vous ai montré le nombre de passes tentées dans le dernier tiers, mais la stat que j'aurais vraiment aimé voir, c'est le nombre de passes réussies dans la surface, parce qu'elle doit exploser les moyennes habituelles. Entre Ziyech, Van de Beek, surtout Tadic qui apporte un équilibre super intéressant, ça réussit à se trouver tellement bien et à ponctuer ses séquences par des tirs tellement fréquemment que ça ressemble à un jeu vidéo parfois, c'est beau. Après, le problème de la beauté, c'est qu'elle demande un entretien constant, qu'elle est très instable et qu'elle peut susciter pas mal de frustration. Parce que pour toutes les combinaisons réussies dans le dernier tiers, il y a aussi un nombre d'actions et de contres mal négociés qui est assez incroyable. Que ce soit à cause de joueurs un peu solistes, Neres ou Ziyech, que ce soit à cause d'une vision qui est pas encore tout à fait panoramique, même De Jong, pour toutes ses qualités de distribution, et surtout de pénétration et d'occupation d'espace par le dribble, il a quand même une fâcheuse tendance à jouer que d'un côté. Ça s'enferme trop souvent le long de la ligne de touche, et on aimerait voir plus de renversements, pour Tagliafico notamment, qui a pas été assez servi. Donc voilà, pour toute cette présence dans le dernier tiers, pour tout cet enthousiasme, pour tout ce football positif, ça manque quand même d'efficacité, et faudra veiller à pas le payer cher, parce qu'en face, la vieille dame, peut-être un peu moins belle, elle fait preuve de sagesse. Sur ce contre éclair, conduit et conclu par Ronaldo, à noter le centre délicieux de Cancelo, la Juve réussit son seul tir cadré de la partie, mais ça fait but, et à l'heure qu'il est, c'est suffisant pour aller en demi. Après voilà, on peut quand même apporter quelques nuances à cette vision très dichotomique beauté contre sagesse. Oui, il y a un clash des styles, mais Douglas Costa par exemple, qui a fait une super entrée, montre que la Juve peut être jeune, et l'Ajax aussi a réalisé une prestation défensive très solide et louable. Et c'est d'ailleurs mon second enseignement que j'ai appelé Ultime Défense, pour souligner à quel point les deux équipes ont brillé dans le dernier geste défensif. Parce qu'on voit parfois des performances défensives très abouties de manière générale, que ce soit par exemple en verrouillant l'entrejeu ou en protégeant bien la surface, peut-être même grâce à un pressing tout-terrain très intense. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment les toutes dernières lignes de défense qui sont illustrées, avec beaucoup de tirs contrés, de tacles en pleine surface, d'interventions salutaires. C'est une partie du jeu qu'on considère peut-être un peu moins. Et alors, il y a toute cette idée, popularisée d'ailleurs par des défenseurs italiens, quand on entend Maldini ou Nesta qui disaient que si je dois tacler, c'est que j'ai mal défendu, que j'étais mal positionné, etc. Et j'imagine que dans une certaine mesure, c'est vrai, mais que ce soit Alexandro, Rugani ou De Ligt et même De Jong qu'on attend un peu moins dans ce registre, mais qui a montré pourquoi il peut aussi jouer défenseur central, j'ai vu des gestes qui font tout autant bondir qu'une virgule petit pont de Douglas Costa, et j'ai voulu le mentionner. Enfin, et comme d'habitude la question c'est forcément « et maintenant ?» Et alors je dirais que Tagliafico suspendu c'est loin d'être une super nouvelle, mais en même temps, c'est pas parce que le retour est au Juventus Stadium que tu vois nécessairement l'Ajax s'écrouler. Ils ont montré au Santiago Bernabéu qu'ils avaient largement les épaules pour ce genre de défi. Le truc aussi c'est que quand t'as une équipe qui est à ce point-là portée sur l'attaque, arriver à un partout au match retour à l'extérieur, c'est loin d'être dégueu. Et personne s'imagine que c'est parfaitement impossible que l'Ajax mette 2 buts par exemple. Mon prono, c'est que ça va être un match absolument fou, et que même si la Juve est théoriquement en position favorable, je pense que la Juve se qualifiera pas si elle remporte pas la rencontre. Et ça, c'est pas gagné. On passe au top, et j'ai distingué en premier lieu un trio d'ailiers délicieux, Neres, Douglas Costa, Ziyech, qui auraient pu faire mieux et sont parfois frustrants, mais dont le talent a ouvert des espaces qui échappent à la passe. En seconde position, le volume de jeu de Van de Beek est bluffant, et avec un peu plus de réussite, il aurait offert la victoire aux siens. Enfin, Ronaldo a fait ce qu'on lui demande, et son but est un chef-d'œuvre. Et puis niveau flop, j'ai regretté qu'on ne voit pas Moise Kean, tant Mandzukic a été invisible, comme Bernardeschi, sorti trop tard. Pjanic, enfin,
a trop peu pesé et a perdu son duel à distance avec De Jong. Alors pour introduire brièvement l'analyse de Manchester-Barça, et comme le montrent ses stats obtenues via l'application mobile OneFootball, Barcelone s'est octroyé la part du lion de la possession, 66,5%, mais a moins tiré que les Mancuniens, qui ont eux du mal à régler la mire. 0 tentative cadrée. Quel mot mettre sur ces chiffres? Alors franchement, on peut pas dire que c'est un quart de finale de Ligue des Champions qui marquera l'histoire, et on a eu des moments un peu pénibles. Je vous parlais hier matin du City de Guardiola qui, pour une fois, avait décidé de pas endosser la responsabilité du spectacle et du jeu, en tout cas moins que d'habitude. Mais c'était pas très grave parce que Tottenham en avait profité pour dérouler et nous avait offert un match super intense, passionnant à suivre. Hier soir, on peut pas dire que Manchester ou Barça avaient l'ambition fondamentale de divertir la planète foot. D'emblée, Solskjaer a annoncé la couleur en alignant un 5-3-2 très prudent, avec un côté show, Dalot, qui j'imagine était une tentative de répondre aux questions qu'allait poser Messi. Bon, ça s'est fait au détriment d'une production offensive très limitée, on en reparlera. Et puis en face, on peut pas dire non plus qu'on attendait du Barça de Valverde un spectacle époustouflant. Personnellement, j'imaginais, comme je vous l'avais dit lundi, qu'on allait avoir quelque chose qui ressemblait peut-être un peu au plan de Tourelle à Old Trafford, une rencontre placée sous le signe du contrôle, veiller à ce que le match s'emballe pas pour pas favoriser des transitions qui permettraient à United de là jouer leur jeu, mais on n'a pas eu ça vraiment non plus. En fait, entre la prudence extrême de Manchester et le combo manque d'enthousiasme plus erreur technique du Barça, on a vu une rencontre qui a pris l'apparence d'un faux rythme général, avec beaucoup de contres d'un côté, mais systématiquement joué en infériorité numérique, parce que j'imagine que ça osait pas trop se livrer, et de l'autre, de longues phases de possession, mais pas très inspirées, et peut-être surtout pas très motivées. Parce que oui, ok, Manchester a plutôt bien connu le Barça, et surtout en seconde période, où ils ont même un peu pris le dessus, mais je pense qu'à 0-1, Barcelone était déjà très content. Je pense qu'ils avaient pas besoin de plus, et je pense qu'ils retournent au Camp Nou très confiants vis-à-vis de leur chance d'accéder au demi. Et du coup, on est obligé de se demander s'il n'y a pas quand même là un parfum d'opportunité manquée pour United, qui est parti sur des bases très frileuses, qui s'est un peu découvert sur la fin, mais qui risque quand même fortement de sortir de cette Ligue des Champions sans avoir montré grand-chose, peut-être sans avoir cadré le moindre tir en 180 minutes, on verra. Bon voilà, c'est peut-être un jugement un peu sévère, c'est vrai qu'en seconde période, ça fait plus que jeu égal, mais je pense que je suis un peu frustré de pas voir cette équipe proposer plus. Et surtout, j'ai l'impression, comme pour Lyon au tour précédent, que face à un Barça qui a rarement été aussi prenable, les entraîneurs sont un peu paralysés par la peur de prendre une fessée, et adoptent une approche très prudente à l'aller, qui te laisse quasiment aucune chance au retour au Camp Nou. Et alors peut-être qu'il faut plutôt partir du principe que, ok, t'arriveras pas à museler Messi, la preuve hier son match est pas fou, mais il lui a fallu un éclair pour faire la différence, peut-être qu'il faut simplement l'accepter et pratiquer un football moins restrictif, jouer crânement ta chance, comme on dit. On passe au top, et si le niveau moyen de son match ne chatouille pas les sommets, le coup d'éclat de Messi, décisif, appartient à ces actions que le spectateur fantasme depuis son plan large, mais qui exige sur un terrain une vision hors norme. Combien Dieu à cet homme. Pour son courage et son énergie ensuite, Scott McTominay mérite mention. 2 interceptions, 3 duels aériens remportés, record du match. Le chouchou de Mourinho gagne l'estime de Solskjaer et révèle les similitudes de 2 hommes qu'on a tant opposés. Enfin, Clément Lenglet n'a jamais été pris à défaut sur les transitions mancuniennes, et sa vitesse, sécurisante, se double d'une relance rassurante. Un bon match de plus pour celui qui menace Umtiti quand Gérard Piqué a confirmé sa belle année. Le clean sheet des Blaugrana est pour lui, aussi. Niveau flop ensuite, j'ai distingué en premier lieu Ashley Young qui a tout raté, à commencer par ses centres, 0 sur 11 dans cet exercice, et Manchester aurait bien eu besoin d'un latéral tranchant pour alimenter une attaque affamée. Busquets, averti dès la 17e minute, peut se considérer heureux de terminer un match sur lequel il a relativement peu pesé, si l'on accepte les chevilles de McTominay. Rashford, enfin, a eu le mérite de s'offrir des espaces qu'il a très mal exploités, comme ses nombreux coups francs bien placés qui ont fui le cadre. Il devra montrer beaucoup plus dans une semaine. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce genre de contenu vous intéresse et que c'est pas encore fait, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne. Et de notre côté, on se retrouve dès ce week-end pour 2 vidéos prévues de longue date. Samedi, mon point de vue sur la réforme de la Ligue des Champions, qui est en discussion en ce moment et qui pourrait voir le jour en 2024. Et dimanche, pour parler de la trajectoire totalement folle de René Maric, l'adjoint de Marco Rose à Salzbourg et bientôt à Gladbach. Les deux sortiront à 9h, samedi et dimanche, 9h du matin. Alors rendez-vous ce week-end, et d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.